Donc, je faisais bien mon boulot, entre guillemets, de recherche. Et j'ai eu que 4 entretiens. Sur les 4 entretiens, j'étais très loin. Sauf qu'à la fin, pour 3 d'entre eux, j'étais en concurrence avec des Norvégiens. Et ouais. Et on m'a dit, sur le papier, tu n'es plus qualifié, mais tu es un risque. Salut, c'est Lucie. Salut, c'est Alban. Bienvenue chez nous sur un nouvel épisode de Sous les aurores. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous accueillons une invitée qui est une connaissance. Alors d'abord, on va te poser quelques questions pour te présenter. Comment tu t'appelles? Depuis combien de temps tu vis en Norvège? Dans quel domaine travailles-tu? Et si tu as un petit culture choc à nous raconter quand tu es arrivée ou que tu continues de vivre au quotidien. Alors, je m'appelle Amélie Manestic. Ça fait 8 ans que j'habite à Oslo. J'ai 42 ans, mariée, 3 enfants. Je suis directrice commerciale chez Yara, donc une grosse boîte norvégienne spécialisée dans les engrais. Je ne m'y connais pas spécialement en engrais. Moi, ma spécialité, c'est tout ce qui était commercial et leadership. Culture choc en Norvège, plein. Moi, je suis de Lyon, je suis une citadine. J'ai fait mes études là-bas. Quand j'ai fini mes études, je suis partie à Londres pendant un peu plus de 10 ans. Donc, encore plus grande vie. Donc, quand je suis arrivée ici, je m'attendais à une capitale et c'est un grand village. Ouais. Donc, tout est à échelle un peu plus réduite. Donc, il faut s'habituer. Pour tout, pour les distances, pour aller chez les uns et chez les autres à Londres, ça me prenait minimum 1 heure, 1 heure et demie. Ici, on parle de 20 minutes à tout casser. On a fait le tour de la ville, donc ça, c'est plutôt agréable. Les commerces qui sont pas ouverts le dimanche, les commerces qui ferment tôt. L'alcool qu'on peut pas acheter après 18 heures, ou on peut pas acheter le week-end après certaines Donc on peut heures. pas acheter en supermarché. Aussi, ce sont aller des dans un magasin d'État. Donc c'est des petites choses comme ça qu'il faut apprendre à connaître, et puis on s'adapte assez vite parce que la vie ici est plutôt agréable. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours et comment tu es arrivée en Norvège? Alors, l'arrivée en Norvège, elle est due à mon mari. On s'est rencontrés à Londres il y a ça plus de 10 ans. On bossait ensemble. On a commencé à se fréquenter. On a acheté un appartement. On s'est posé. On s'est mariés. On a eu un bébé. Tout ça à Londres. Tout ça à Londres. Ouais. Et on avait 2 belles carrières à Londres. On était tous les 2 commerciaux. Ça marchait plutôt pas mal, sauf que la vie de famille, l'équilibre vie de famille, travail à Londres était pas terrible. Et Alice, notre aînée, elle avait 8-9 mois, et on s'est rendu compte qu'on avait eu tous les 2 un congé parental parce que la loi anglaise avait changé. Donc mon mari avait pu avoir 3 mois, j'avais 3 mois aussi, pas payés. Ah. Donc c'était on peut les prendre, ça s'appelle les congés parentaux, mais j'avais le droit à 6 semaines payées, puis le reste c'est non payé. D'accord. Ok. Intéressant. Mon mari avait plus que moi, il avait 3 mois lui payés. C'était parce que sa boîte prenait le relais, donc c'était la différence. Et puis c'était pas ça vraiment l'enjeu, parce qu'après tout, quand c'est ce qui est là localement, on fait avec, mais c'est le retour au travail. On parle d'avant Covid, donc le télétravail n'est pas développé. Il me faut 1h30 le matin pour aller bosser, 1h30 le soir. Oui. Ça fait 3 heures, plus une journée de travail complète, qui est comme à Paris, quoi. C'est 9h, 18h, donc il faut rajouter le transport en plus. Et j'avais pas envie de ça. Et on savait avec mon époux qu'on voulait une grande famille, qu'on voulait plus qu'un enfant, en tout cas qu'on voulait essayer d'avoir plus qu'un enfant. Et on se disait, ça va être quoi la vie qu'on va avoir? L'appartement, il est petit, parce que donc si on voulait avoir un petit espace, il aurait fallu aller encore plus loin. Les boulots à Londres, les boulots intéressants, ils sont dans Londres, pour la plupart. Donc, ça collait pas. Donc, c'est là où on a commencé à se poser les bonnes questions en disant, c'est quoi notre futur au niveau de la famille? La famille, c'est le plus important. Le boulot, l'argent, très bien, ça aide. Mais ce qu'on veut, c'est de créer quelque chose à nous, vraiment des liens. Et on s'est dit, soit on rentre en France. Mon mari est francophone. Soit on essaye la Norvège. Et mon mari connaissait peu la Norvège, parce que bien qu'il ait le passeport et qu'il soit né là, il a vécu que 6 ans en Norvège avant. D'accord. Okay. Donc il n'est pas vraiment norvégien. Il parle la langue parce que ses parents lui ont appris. Et je disais, la France, c'est bien, sauf que moi, je ne suis pas de Paris. Ma famille, ils ne sont pas à Paris non plus. Donc les boulots intéressants, ils auraient été, par rapport à notre domaine de travail, de compétences, auraient été Paris.
Si pour être tout seul à Paris, autant qu'on reste à Londres, quoi. Les problématiques de transport, les problématiques vous auriez retrouvé ça au final. Exactement, donc ça aurait été différent. Parce que Paris, ça aurait été un peu aussi Londres en termes vie pro, vie privée. Les distances, tout, ouais. Exactement. Donc du coup, on s'est dit, allez, pourquoi pas la Norvège ? Et Torius, mon mari, il a réussi à se faire transférer, donc il a gardé son job. Ah, trop bien. Donc ça, nickel. Comme ça, au niveau de la sécurité aussi, on ne prenait pas trop de risques, parce qu'on a quand même la petite qu'il faut qu'on gère. Ses parents sont à Oslo. Donc on s'est dit, on se met pas trop loin d'eux, comme ça on aura enfin de l'aide. Parce que les copains à Londres, c'est bien, c'est chouette, mais c'est pas les copains qui vont nous dépanner c'est sûr, au quotidien. Avec un enfant, Et donc du coup, ça s'est fait assez naturellement, quoi. J'ai gardé mon job, m'aimait bien. Ils m'ont donné un contrat un peu freelance pendant 1 an. Ça a aidé au début, mais après, les deux parties se sont rendues compte que c'était quand même pas l'idéal. Et puis moi, je voulais découvrir un peu la Norvège, je voulais faire un peu autre chose aussi. Est-ce que du coup, tu étais un peu pas encore intégrée avec ce travail freelance ? Il y avait aussi cet aspect-là qui peut-être te manquait. Tu travaillais depuis chez toi ? Comment ça marchait Je bossais de la maison. Ouais. Mais mes collègues étaient tous à Londres. Mon territoire, parce que j'étais commerciale, donc on a un territoire, c'était l'Europe continentale, mais plus de l'Ouest, donc France. J'avais France, Allemagne et Benelux. Et je suis quelqu'un d'hyper social. J'ai besoin d'aller voir les collègues, même Aujourd'hui, on a cette flexibilité, mais je vais 3 jours par semaine, 3-4 jours au travail, parce que j'aime bien, ça me correspond plus que de rester à la maison. Et du coup, premières impressions quand on arrive en Norvège en venant de Londres ? La première impression, c'est la taille. Enfin, pour moi, c'est ça qui m'a fait sourire, parce que c'est la taille de Villeurbanne, c'est un quartier de Lyon. Donc c'est même pas... Ouais. Le paysage aussi, tous les skis extérieurs, c'est formidable. Enfin, faut aimer la montagne, mais c'est très beau. La ville elle-même, elle est toute petite, donc il y a un petit quartier historique, mais c'est pas... Personne va dire l'architecture d'Oslo, c'est pas ça. Non. C'est le fjord à gauche, la montagne à droite, les forêts tout autour. Les lacs. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est ce métro qui t'emmène sur les hauteurs à plus de 600 mètres, mais qui en même temps te dépose aussi dans le centre bordelot et de l'opéra. Oui, tu peux passer de la plage à la montagne en 20 minutes en transport en commun. L'hiver, ces gens qui partent avec leurs skis sur l'épaule dans le métro. Enfin, c'est une ambiance particulière. Ouais, c'est super. Je suis arrivée en mai, donc en plus avec les journées qui n'en finissent plus, de la luminosité partout, tout le temps. Un bon mois pour arriver, ça quand même. Ouais, c'est la bonne période. Sympa. Non, très, très sympa. Et puis le premier hiver est excitant. Après, on se calme un peu. Après, on sait à quoi s'attendre. Ouais, exactement. Donc c'est pour ça, la première année, tout est chouette, tout est nouveau. J'ai pris des cours de norvégien. Je suis pas super bonne, mais ça me suffisait pour me débrouiller aussi un peu. J'ai pris mon temps. La première année. J'ai pris mon temps aussi parce que je n'ai pas trouvé non plus de travail tout de suite. Ok, donc tu étais en freelance et tu as commencé à faire une recherche aussi de travail ? Exactement. Okay. Donc je faisais les deux. Et aussi, j'avais une petite part dans moi, peut-être d'arrogance, en me disant j'ai un CV super. Ça va le faire, Londres, commercial, avec des bons résultats. Je suis assez bonne à ce que je fais. Je faisais attention à des CV où je les envoyais. Mais pas beaucoup de retours. J'ai été invitée à 4 entretiens en 1 an. Alors qu'on était après moi, quoi, à Londres. Enfin, j'avais un bon profil. Vraiment, Tu te faisais chasser peut-être et tout ça. Et là, donc, une petite claque. Est-ce que tu penses que c'est la langue qui était le frein ? En étant commercial et en étant en contact avec les clients Oui, mais après, quand je postulais à des jobs, c'était sûr. L'offre d'emploi était en anglais, donc je me mettais pas du tout sur du norvégien parce que je savais que j'avais pas les compétences que j'ai toujours pas d'ailleurs après 8 ans. Mais donc je faisais bien mon boulot entre guillemets de recherche et j'ai eu que 4 entretiens. Sur les 4 entretiens, j'étais très loin. Donc ça veut dire quand même que j'avais un profil intéressant. Quand ça prend, c'était bien, quoi. C'était bien, sauf qu'à la fin, j'étais pour 3 d'entre eux, j'étais en concurrence avec des Norvégiens. Et on m'a dit, sur le papier, tu n'es plus qualifié, mais tu es un risque. Aïe. De repartir. Exactement. Tu n'es pas là depuis très longtemps. Tu as 0 réseau en Norvège. Enfin, surtout à Oslo, tout le monde a été à l'école ensemble. Enfin, il y a 3 écoles, donc tout le monde se connaît depuis presque la maternelle.
Et du coup, t'es plus risqué que ton concurrent. Donc, du coup, j'ai trois jobs comme ça qui me sont passés sous le nez. Qu'est-ce que ça t'a fait un peu quand on t'a dit ça? Parce que je trouve ça hyper intéressant comment ils étaient ouverts. Ouais, c'est bien sur qu'ils la étaient raison. honnêtes, transparents sur le nom. Oui, mais j'ai trouvé qu'ils me faisaient perdre mon temps. Parce que oui. je pense que depuis le début... Je veux dire, mon CV, moi, je cachais rien. Ça a toujours été très transparent. Je crois que j'avais mis débutant pour langue norvégienne, donc c'était même pas le but. J'avais mis dans ma lettre de motivation que je venais d'arriver, donc il le savait, quoi. Ouais. Donc je me suis dit quelque part... Tu étais le benchmark, c'était pas très agréable. C'est ça. C'est ça. Même la carte du mari norvégien, ça jouait pas en ta faveur? Non. En fait, si le mari norvégien m'avait eu l'entretien, ça aurait été différent. Bien sûr. Mais donc, parce que là, j'aurais été validée. En fait, c'est ça, c'est le côté être validé par quelqu'un d'autre. Il faut quelqu'un de lien entre les deux. Et c'est lié à la taille. Oslo, c'est quoi, 600 000 habitants? La Norvège, ça doit être 5 millions à tout casser. Donc c'est petit. Hein. C'est un grand pays, mais c'est tout petit au niveau des habitants. Il y a beaucoup de forêts partout, il y a beaucoup de montagnes. Donc c'est pour ça. Et on dit que les Scandinaves, ils sont difficiles de lier d'amitié, mais quand tu les as, c'est pour la vie. Sauf que, et c'est vrai, mais ils partent de la crèche, quoi. Ouais. Et c'est ça. C'est des amitiés qui ont débuté, parce que la crèche, c'est jusqu'à 6 ans. Là, donc c'est très difficile finalement d'arriver à créer des liens quand tu viens d'arriver, quoi. Ouais. Mes amis, ce sont des étrangers qui ont épousé qui ont un lien avec la Norvège, mais pour la plupart, ça n'a pas été le ou la norvégienne directement. Et pour revenir un peu aussi sur le parcours de ton mari, et parce que je me pose la question, est-ce que lui avait un réseau aussi un peu activé ou des relations sociales? Comment ça se fait qu'il a vécu que 6 ans en Norvège? Son père était diplomate. D'accord, ok. Donc il était en mission à Bruxelles ou en Suisse, une grosse part, et puis il revenait 1 an en Norvège, et puis après il repartait en mission, 300 renouvelables. Donc non, mon mari, il avait 3 copains d'école qui restaient là. Ouais, il n'avait pas suivi sa classe, toute sa scolarité. Donc lui, la différence, c'est qu'il maîtrise la langue parfaitement. Ça donc ça aide. Et puis là, le bon prénom et le bon nom, nom de famille, voilà, bien sûr. Et quand vous êtes arrivés, vous vous êtes dit on va rester là pour longtemps, ou c'était pas... Non. En fait, on s'était donné déjà 1 an, parce que moi, je n'avais pas trouvé de travail tout de suite. Donc moi, j'adorais ma petite, et j'ai beaucoup aimé passer du temps avec elle, mais je tournais en rond. J'ai pas le profil femme au foyer. Donc, ça a beau être joli, ça a beau être bien, mais si tu trouves pas de boulot, non, c'était pas pour. Donc on s'était dit, bon, bah écoute, on aura essayé, on se met un petit peu une date butoir, et puis on retournera à Londres. Okay. On retournera à Londres, ou on fera quelque chose d'autre. Et j'ai eu beaucoup de chance. C'est aussi quelque chose de la Norvège, c'est que bien que j'ai jamais cotisé ni quoi que ce soit, il y a le pôle emploi local, le NAV. Je les ai contactés, et puis ils m'ont mis dans un cours Arbeit og Kommunikation, je m'en souviendrai tout le temps. Que tu traduirais par... Travail et communication. Ouais. Et c'est pour les étrangers qui ne maîtrisent pas la langue, de tout niveau social, éducation que tu peux imaginer, regroupés dans une salle, et on leur donne pendant 16 semaines. Ah ouais, 16 semaines, des cours, un peu des cours de la Norvège, des cours de norvégien, des cours un peu sur tout. On était 60 adultes, il faut savoir quand même qu'il y a des gens qui savaient à peine lire et écrire. Aussi, et j'avais des gens qui avaient des doctorats dans la même. Incroyable. Le point commun, c'est qu'on était étrangers. C'est génial. Et mariés à des Norvégiens ou pas forcément? Non. Pas forcément, non, d'accord. non. Peut-être même profil réfugié déjà à l'époque. Voilà, c'est ça. C'est ça. Des gens qui ont eu leur carte. Ils sont plus que réfugiés. Ils ont leur carte de résidence, ou ils ont été approuvés, validés. Tu as eu un parcours, mais voilà. Ou d'autres qui bossaient et puis qui se sont fait licencier. On avait vraiment de tout. Et pendant, on m'a appris à faire un CV. Je pense que j'aurais pu donner le cours. Tu m'étonnes. Et c'était pour la petite anecdote. Mais du coup, on avait beaucoup de temps de libre, et j'étais payée. J'avais une petite rémunération. Mais génial. Ça, c'est chouette. Donc, c'était un peu un encouragement financier à suivre la formation. Génial. Pour s'intégrer au final. Oui, c'est exactement ça. Et puis pour aider, parce que ça coûte moins cher que de payer. Moi, je n'avais pas le droit au chômage ni quoi que ça, mais les autres qui étaient là avaient pour la plupart, avaient un petit chômage.
Et du coup, j'avais beaucoup de temps et j'ai passé beaucoup de temps sur LinkedIn à refaire. Donc, du coup, parce que la petite était à la crèche, moi, je pouvais faire ça. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon job. Donc, au bout de combien de temps, au final, ça a fini par matcher? Je sais pas comment je suis arrivée le 1er mai et j'ai commencé à travailler le 16 mai. Je m'en souviens parce qu'il y a le 17 mai, c'est la fête nationale. Donc, j'ai commencé 15 jours après? L'année d'après. L'année d'après. Ah oui, j'étais là. Oula. Il m'a fallu un an. Donc, on arrivait à la date butoir. Hein. Ah oui, parce que donc, vous, c'était un peu un an de date butoir. Et d'ailleurs, je me pose la question, vous êtes arrivé ici, vous étiez dans votre trentaine, dans la trentaine à peu près. Oui. Est-ce que vous aviez mis de côté, est-ce que vous aviez prévu un budget pour ça? Parce que nous, en racontant notre histoire, on l'avait fait. On avait anticipé, mais c'était pas tant que ça. au même âge. C'était différent. On avait un petit matelas pour arriver. C'était surtout, en gros, payer une caution, limite. C'était ça. Oui. Donc, mais vous, c'était une réflexion différente avec un enfant en plus, j'imagine. Non. Et puis, on avait en commercial, tu as des bonus, tu as des rémunérations qui sont un peu différentes. On bossait bien, on gagnait bien nos vies à Londres. Donc, du coup, on avait un an. Parce que de quoi tenir, grosso modo. Oui, mon mari travaillait, donc plus, on avait son salaire. Donc, c'était plus... Ok, non, mais super intéressante pour des gens qui sont peut-être dans cette tranche d'âge et qui se posent un peu les questions. Vous, en tout cas, les 1 an ont été nécessaires avec un job et des économies quand même. Oui, mais aussi, on aurait pu faire avec moins. On voulait garder un train de vie qu'on avait aussi. Ok, c'est important de le savoir et d'en être conscient quand on veut le garder, bien sûr. Ouais. Et tu as été embauchée par une entreprise norvégienne? Norvégienne, mais très internationale. Très internationale. Donc, mon boulot n'a rien à voir avec la Norvège. Bon, c'est mon 3e job en interne, mais j'avais un collègue norvégien sur une équipe de 13. Ma chef était en Allemagne. J'avais 2 collègues en Belgique. Hyper international. Et encore à ce jour, je crois que j'ai 2 Norvégiens dans mon équipe. Donc, ça reste... ultra minoritaire. Pas que Yara n'embauche pas de Norvégiens, mais dans ce que je fais, c'est tout lié à l'international. C'est que des contacts européens, voire mondiaux. Ouais, c'est vraiment... On a déjà un peu abordé les différents profils de boîtes. La boîte très norvégienne qui se fait racheter par le groupe international et qui, au final, a peut-être du mal à passer à l'anglais comme langue principale. Là où Yara, la boîte dont on parle, a été la boîte très norvégienne, avec l'histoire vraiment très, très norvégienne à la base, mais qui a eu cette volonté d'aller à l'international et qui, je pense, a extrêmement bien réussi toute sa transition d'intégration d'employés. Enfin, c'est un peu, moi, mon point de vue extérieur. Maintenant, je n'y suis plus, mais c'est un peu ce... Y être, c'était vraiment très fluide. Oui, c'est pas un sujet, en fait. Oui, exactement. Il n'y a vraiment aucun sujet, quoi. Et du coup, tu arrives dans cette boîte norvégienne, mais internationale. Comment est la culture de travail comparée à la culture de travail anglaise? Là, c'était le choc, mais hyper positif, parce que ma carrière, je ne l'ai fait qu'à Londres, parce que je suis partie de France à 22 ans, donc je connaissais pas vraiment le marché du travail. Donc à Londres, les heures sont là, tu as des objectifs, tu les fais pas, tu les fais... C'est le roi du monde, tu les fais pas, tu as la porte. Enfin, surtout dans le monde commercial. C'est très direct, mais c'est très transparent. On n'aime pas, mais en tout cas, c'est ce que c'est. En Norvège, je suis arrivée, j'avais un boulot de manager moyen, dans la hiérarchie, ni très haut ni très bas. Et je me suis rendu compte que, en fait, les gens avaient des plages horaires au niveau de travail qui étaient hyper limitées par rapport à ce que je connaissais. Et pour l'anecdote, dans ma première semaine, je devais me présenter à des gens très seniors qui étaient les directs des unités, qui étaient basés pour certains en Norvège, pour d'autres même en Belgique. Et j'ai voulu donc mettre des réunions un vendredi à 15h, qui me paraissait quand même plutôt raisonnable. L'effronter. Bah oui, et puis en plus, on regarde les calendriers, c'est libre. C'est libre. C'est libre. Bon, go. J'envoie mon petit email. Et puis surtout que ma chef m'avait dit, ils attendent ton email, quoi. Il faut que tu te présentes, machin. Et ils m'ont tous refusé les rendez-vous du vendredi après-midi à 15h. Et je me dis, j'étais un peu fâchée, je vais voir ma chef, je lui dis, écoute, t'es sûre qu'ils veulent me parler? Et elle me dit, mais t'as envoyé... Ah, évidemment, erreur de débutant. Non, un vendredi après-midi, mais oublie. Tout le monde part au chalet, enfin. Et c'est exactement ça. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que c'est pas du... on part du haut, on parle du très haut qui le fait. Donc du coup, comme ça me part du haut, il n'y a pas de sentiment de culpabilité à partir plus tôt, tout ça, parce que finalement, non, c'est la norme. Le fait, ça, j'adore. J'ai eu un moment vers la période de Noël
mon N+2, donc c'était quelqu'un qui était haut placé déjà dans l'entreprise quand même, qui nous dit pareil un soir, un soir, là aussi, hein, un soir à 15h. Tu vois, je me fais avoir tout seul. Même peut-être plus tôt, même c'est d'être en milieu de journée. Bon, je dois aller chercher le cadeau de ma femme, je décolle. Ah ben d'accord. Bon voilà, j'adore. Oui. Et ça t'envoie que des messages positifs. Oui. Tu dis, si toi tu le fais, c'est OK que je le fasse. Non pas que tu vas aller dans l'abus, parce que c'est pas du tout la mentalité ici, mais c'est que c'est admis, et parfois tu peux le faire, il n'y a pas de souci, quoi. Et limite, ma chef, là, récemment, elle n'a pas d'enfant. Mais combien de fois elle m'a dit, Amélie, il est 16h, qu'est-ce que tu fais là ? Donc c'est ancré dans la culture norvégienne. C'est qu'après, la vie de famille est plus importante que la vie du boulot. Le travail, ça peut attendre. Et puis après, souvent, ça m'arrive même de reprendre les emails le soir, tranquillement sur le canapé si j'ai besoin. Le travail est là, il est important, mais c'est pas la priorité. Ça devrait pas être la priorité. Et famille, pas famille. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, c'est vrai, comme tu parles de t'être, en gros, pris une remarque un peu, qu'est-ce que tu fais là après 16h ? C'est pas la première fois que je l'entends. C'est limite, dis donc, tu restes au boulot, soit tu as trop de boulot, soit tu le fais pas assez bien. Ou tu es un mauvais parent. Aussi. Et c'est vrai que ça pourrait être... Donc du coup, en tout cas pour moi, j'ai pu m'adapter hyper facilement à ça. Finalement, mes horaires, ça sera 8h30, 16h. Et puis là, il n'y a pas de pause café, il n'y a pas de pause déjeuner à rallonge. C'est pas plus mal. Okay, puis du coup, là, j'imagine que tu pouvais aller chercher ta fille à 16h30 ou voire même avant. Exactement. Est-ce que tu faisais pareil à Londres ? Non, mais ma môme, je la posais. Ça m'est arrivé une fois, parce que les réunions nous obligeaient. Je l'ai posée à 7h le matin, j'étais la récupérer à 7h le soir. Elle a fait 12 heures de crèche. Et la crèche était ouverte. Hein. Ah ouais ? 7h. Alors, on parle de Londres, bien sûr. J'étais là, en Norvège, il y a ça ? Non, d'accord, ok. Mais oui. Bien sûr. Elle était la dernière. Mais ça m'a et c'est le pincement au cœur. Alors après, elle est pas traumatisée, hein, mais j'avais pas envie de cette vie de famille là. Et comme on a le choix, quand on n'a pas le choix, c'est comme ça. Ouais. Mais là, on avait le choix et maintenant, non. De toute façon, la crèche finit à 17h. Il faut être là un quart d'heure avant. Donc c'est 16h45, il n'y a plus de crèche. Maximum, ouais. Donc du coup, tu es un peu. Et certaines crèches ferment plus tôt. Nous, on avait une crèche. Ouais, crèche familiale, structure plus petite. Et c'est aussi le respect de l'employé, parce qu'il finit à 17h. Exactement, c'est ça, voilà, c'est la 17h, c'est la fin. C'est la fin, parce qu'eux-mêmes ont peut-être des familles, ont peut-être des enfants à aller chercher. Machin. Donc, c'est un cercle vertueux qu'on essaie de garder, en fait. Un peu, exactement, et du coup, encore une fois, c'est un non-sujet. Hier, j'ai dû emmener mon fils chez le dentiste, parce qu'il y a rendez-vous obligatoire de contrôle. C'est à 10h. Et personne ne pose j'ai pas posé une demi-journée. Bien sûr, c'est vrai. Il faut préciser ça aussi. Ouais. Tu fais, et puis tu reviens, et puis c'est pas... Encore une fois, c'est un non-sujet. Ouais, confiance et non-sujet. Ça revient souvent, ouais. Comment tu t'es adapté au climat norvégien ? Tout à l'heure, tu nous parlais de l'obscurité. Comment ça s'est passé au fil des années ? Le froid ? Les longues journées aussi, parce qu'à l'opposé, en été, on a des journées qui ne finissent plus. Alors, c'est un peu... Alors, la première année, tout est nouveau, donc tout est chouette. Hein, on adore. C'est l'été, le premier été, c'est super. Et puis, l'hiver arrive, c'est bien, la mer qui commence à geler. C'est beau. C'est beau, voilà, les flocons sur les... Parce qu'il y a de la forêt partout, hein, donc c'est très beau. Puis on se rend compte après que la neige, elle fond et ça devient de la glace. Et il faut imaginer, c'est que les routes sont très bien déblayées. Il y a un système qui est formidable. Donc, il peut neiger 40 cm de neige. La ville va continuer à fonctionner, mais pas les trottoirs. Ouais. Donc, c'est la route pour les voitures. Donc, les trottoirs, c'est une patinoire, c'est un casse-gueule énorme. Et une fois par an, je tombe. Hein. Pourtant, j'ai des chaussures, les crampons, les machins. Enfin, c'est une blague. Pour ceux qui voulaient l'élégance à la française un peu parisienne. Compliqué, j'avoue, compliqué. Faut changer de chaussures en arrivant, quoi. Hein. Tu peux essayer la première année. Tu prends ta première chute, la deuxième, c'est bon, t'es un bébé d'homme avec les clous et tout, quoi. C'est ça, et t'arrives et tu cling, 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 cling. Et oui, tu changes de chaussures au travail, t'enlèves les... t'es comme tes enfants, ils ont 6 couches, toi t'en as 3. Tu changes ta verre de pompe, t'as tes collants en laine dessous. Enfin, ouais. Bon, c'est pas Moi, très glamour. j'ai passé le cap du pantalon de ski au quotidien. Alors, pas quand je suis au travail, mais parce que je suis pareil dans le bus, c'est une ligne qui est vachement empruntée par des gens qui vont dans des jobs d'entreprise. Les Norvégiens ont l'habitude d'avoir des petits vêtements, la petite veste, les belles chaussures. Moi, on dirait que je vais skier au mieux, quoi. Les grosses chaussures de rando parce qu'il y a la neige, le pantalon de ski parce que j'ai froid, la grosse doudoune. Après, au travail, j'essaie de
de passer mon habit de beauté. Mais j'ai passé le cap du pantalon de ski. Alors noir, parce qu'avant c'était encore pire. Mais bon, voilà quoi. Ouais. Mais pour l'anecdote, je faisais très attention à comment j'étais apprêtée avant. Ouais. Maintenant, non, c'est le climat, c'est le Avant qui- tout, Bah, la survie. exactement. Moi, Ah non. je suis d'accord avec toi. En étant parisienne, j'ai aussi travaillé à Londres. Mes habits, j'investissais beaucoup d'argent dans mes habits et ça me faisait plaisir de bien m'habiller pour aller au travail. Et c'est vrai qu'ici, maintenant, j'investis beaucoup d'argent dans des vêtements beaucoup plus techniques, beaucoup plus adaptés au climat. Tout ce qui est laine aussi. Ouais. Et beaucoup moins parisien. D'ailleurs, quand je vais à Paris, à chaque fois, je me dis, bon, il faut que je sorte la garde-robe parisienne. Ouais. Et c'est pas la même, quoi. Est-ce que vous avez ce réflexe, je sais pas si parfois vous rentrez en France, on se dit, ah ben, cette veste, elle est chaude, mais elle est un peu belle. Ce sera ma veste de France ou de Paris. C'est un peu ça. Après, maintenant, j'ai 3 enfants, donc j'ai aussi passé à un autre cap. Maintenant, il faut que ce soit à peu près propre. Et Présentable. Ah, voilà, c'est ça, mais c'est de pire en pire. Mais après, ça va revenir. Voilà, revenir. c'est ça. On sera tous frais dans 10-15 ans. Là, c'est bon. Exactement. Du coup, tu dis que tu as 3 enfants maintenant, donc ça veut dire qu'il y en a 2 qui sont nés ici. Toi, pendant ton congé maternité, est-ce que tu avais un peu ce cercle de mamans qui avaient eu leur bébé au même moment? Comment ça s'est passé? Oui, donc ils te regroupent. Après, j'étais un peu à des années-lumière de mon groupe, parce que j'avais donc déjà 35 ans. Déjà un enfant, parfois. Voilà, c'était mon deuxième. Et puis elles étaient toutes norvégiennes. Je ne parlais pas le norvégien. Et puis alors, s'il y a un truc, quand tu viens d'accoucher, le cerveau... Oui. Il est fatigué. Il est déjà Il est bien monopolisé. Exactement, par... donc c'est le minimum. C'est déjà se souvenir si on a mangé, se doucher ou quoi. Des fois, c'est un peu compliqué. Alors, j'y ai pas mis l'effort. Donc, j'y étais la première fois. Et je me suis rendu compte, c'est pas pour... Après, c'est chouette. C'est pour ça, c'est pour celles qui aiment. Clair c'est là, c'est disponible. C'était pas mon truc. En fait, c'était plus un effort. Et du coup, Oui, il faut faire ce qu'on a envie de faire en congé mat. Et du coup, comment tu as occupé ces 8 mois avec un petit enfant? Alors, pour mon fils, c'était en 2018 et c'était l'hiver le plus long que j'ai jamais eu. Ah. Donc, il est né en janvier et on avait de la neige encore en avril. Donc, ça a été l'horreur. Enfin, c'est l'horreur dans le sens... j'ai rien fait. Je suis restée à la... Mais c'était un choix. Ouais. J'ai cocooné à la maison. Donc, après, il y avait la grande aussi à s'occuper. Donc, c'était bien. Mais en fait, je me suis un peu vécue un peu recluse pendant tous les 3-4 premiers mois d'hiver. Et puis après, je me suis un peu lancée quand les beaux jours sont arrivés. Exactement. Et j'ai trouvé un groupe Facebook sur des mamans internationales. Donc, qui me correspondait déjà beaucoup mieux. Ouais. Et là, j'ai fait l'effort de sortir et on se voyait une fois par semaine avec des dames qui faisaient un peu tout horizon, dont le seul point commun, c'était de ne pas être norvégienne. Et je me trouvais 2-3 copines comme ça. Mais il a fallu mon petit temps, quoi. Ouais. Il me fallait ma petite grotte tranquille. Et comment s'est passé le retour au travail après un si long congé maternité? Alors, 2 fois de suite, en fait, ça n'a pas été pas de bol. Je suis retournée au milieu d'une réorganisation. Donc, c'est pas là... Parce que normalement, ça se passe complètement naturellement. La place, elle est là. Elle a été remplacée ou pas, d'ailleurs. Mais moi, deux fois de suite, pour mes 2 grossesses, quand je suis revenue, j'avais mon job, dans un cas, il avait été déplacé dans une autre partie de la boîte. Donc, même équipe, mais une description de travail complètement différente, une échelle complètement différente. Donc, pour le plus intéressante, mais en même temps... Ouais, tu reviens tout juste au boulot. Voilà, et j'avais un cadre, mon premier, c'était international, mais c'était surtout dédié à l'Europe. Et puis le deuxième, c'était monde, donc on parlait de l'Amérique latine, on parlait de l'Asie, on parlait... OK, va falloir s'adapter. Et puis pour la deuxième, c'est mon job, en fait, a cessé d'exister. Donc c'était une régionalisation, une stratégie de la boîte. Donc là, ça a été un peu dire, j'étais pas licenciée ou quoi que ce soit, j'avais juste, il fallait que je retrouve en interne... il m'avait trouvé quelque chose que si je voulais, je pouvais garder. Ça me plaisait, c'était pas terrible, c'était pas mon profil. Donc ils m'ont aidé aussi de dire tiens, on a trouvé ça parce qu'on veut te garder, machin. Mais à toi aussi de faire l'effort de trouver en interne un autre job qui te correspondrait mieux. Et j'ai eu une autre opportunité et ça fait 3 ans, donc c'était bien. De toute manière, on est généralement, je pense que c'est pas généralement, on est très protégé quand on revient de congé paternité ou maternité. Donc ça me semble complètement normal quand tu es
trouver un poste après, est-ce qu'ils ont été ouverts? Ils t'ont dit, on a trouvé ça, mais on te conseille d'activer ton réseau interne ou c'était un Non, peu... non, ils m'ont trouvé. Et bon, il fallait pas que je les remercie non plus, mais tu sentais que c'était quand même un petit souci. Parce D'accord. que bon, ils avaient vu que mon profil, ça allait peut-être pas caler, mais ils espéraient quand même que je dise, bon, ça va. Eh oui, Mais du coup, quand j'ai dit que ça allait pas, ça n'a pas été un conflit non plus. ok. D'accord. C'était juste, OK, bah, qu'est-ce qu'ils voudraient? OK, regarde ce qui se passe. On va t'aider à rentrer en contact avec d'autres personnes. Mais donc, ça n'a pas été un long fleuve tranquille non plus. Est-ce qu'on t'a Et- un peu aidé à justement contacter ou activer ce réseau interne? Non, ça, c'est Ok. à toi de le faire. Ok. Par contre, faut être aussi un petit peu malin. Ouais. C'est là Oui, si ça te plaît pas. Faut... Exactement. Par contre, parce que j'aurais pu rester là où on m'avait mis. Ouais. Et ça se trouve, je suis pas sûre. Mais bon, c'est à toi si ça colle pas, il faut le dire. Ouais. Il faut le dire. Non, Et puis c'est pas un problème. Et puis souvent, vu qu'on part assez longtemps, c'est vrai que dans des grosses boîtes, il y a beaucoup de choses qui peuvent avoir changé. Et mentalement, comment tu faisais ce transfert après 8 mois avec son bébé, retourner dans l'environnement du travail? Est-ce que ça s'est bien passé? Ah ouais. Mais encore une fois, j'ai pas le profil femme au foyer, donc les 8 mois sont passés vite. Mais j'étais contente de retourner bosser. au travail. Mais pareil, à un moment, c'est aussi très fatigant de s'occuper d'un jeune enfant. C'est une chance, mais ça vient avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de fatigue. Pour l'avoir fait, je trouve qu'au boulot, ça va mieux. Et pour vous deux, c'était naturel de s'orienter sur le système éducatif français? Encore une fois, mon mari n'a pas fait vraiment le système norvégien. Ok. Donc, il a Ouais. été beaucoup... quand il était à Bruxelles, il était au lycée, à l'école internationale, qui est un peu comme le système académique français, c'est plutôt américain, mais similaire. Ouais. Donc, il n'avait pas cette référence. Mon mari parle français, ses parents parlent français. Ah oui, aussi. Donc, on est ouais. hyper... dans sa famille à lui, bien que norvégienne, hyper francophile. Donc, on voulait ça. On s'était toujours dit, la Norvège... Bien, ça fait 8 ans, hein, mais on n'est pas sûr combien de temps... Enfin, on Vous sait allez que rester, hein. c'est du long terme, Ouais, mais c'est pas ad vitam aeternam. ok. Donc on s'était dit, pour les enfants, si on devait repartir, on voudrait bien vivre en France aussi un moment, parce que ça fait longtemps que ça fait plus de 20 ans que je suis partie. Mon mari, il n'a jamais vécu en France. Donc on s'est dit, ça serait bien si on devait faire pour les enfants, d'avoir cette base... Ok. Et Donc vous avez peut-être ce projet un jour. un jour, exactement. Ok, d'accord. Exactement. Et puis bon, c'est une petite école, ils sont moins de 20 enfants par classe. Oui, ça c'est assez... Oui, comparé dans ce au sens-là, système ouais. franco-français, Voilà. où ils sont beaucoup plus et tout. Donc C'est vrai que c'est un avantage. Voilà, c'est une école. Alors c'est vraiment le système français. C'est pour moi, quand je vais là-bas, j'ai l'impression de retourner 20 ans en arrière, enfin 40 ans en arrière. Mais Oui, si, 20 si, ans, c'est 20 ans, pareil. 20 ans. Et du coup, ils sont vraiment dans une bulle qui a été préservée dans le temps, quoi. Les capsules de temps, c'est exactement ça. Et contrairement à peut-être qu'on peut penser, à l'école française d'Oslo, les profils sont extraordinairement internationaux, en fait. Et la meilleure amie de ma fille est russe, de 2 parents russes. L'autre, elle vient des Philippines. Il y a la petite il y a des couples mixtes, il y a très peu de purs expats, des 2 parents qui seraient. Donc c'est vraiment chouette au niveau d'un point de vue culturel et d'ouverture, beaucoup plus que s'ils avaient été dans l'école norvégienne du quartier. Et est-ce que les élèves se suivent aussi au fil des années, où il y a beaucoup de mouvements d'expatriés justement, comparé à des immigrés, on va dire, plus implémentés? Pas tant que ça, parce que je pense qu'il y a de moins en moins de contrats d'expatriés. Donc, dans la classe de ma fille, donc ils sont 20, il y en avait une. Ok, ouais. dont le papa est là en mission pour 3 ans Voilà. et avec un départ annoncé. Tous les autres, en fait, non, ce sont des gens qui sont établis là sur long terme. Donc, il n'y a pas ce côté je vais perdre mes amis. Ça bouge tout le ou temps, ça voilà. bouge. Non, ils ont 3... Alors, c'est une petite école, hein, il y a 3 classes de CP, C1, C2, machin. Et les enfants, ils les bougent un peu d'une année à l'autre. Tes enfants, du coup, ils parlent bien norvégien, vu qu'ils ont fait leur crèche en norvégien? Ils sont complètement... ils switchent d'une langue à l'autre, tu ne vois pas la différence. Ouais. Quoi. Donc, la petite dernière, c'est le norvégien qui est dominant, parce qu'elle y est encore. Et mes 2 aînés... Puis leur père leur parle en norvégien? Alors, quand je ne suis pas là, ils leur parlent en norvégien. Mais la langue à la maison, c'est français. D'accord. La radio, c'est français. Bon, les dessins animés, c'est norvégien. On a laissé ça. Mais si je suis dans la salle, c'est tout en français. Si je ne suis pas dans la salle, ils se parlent en norvégien. Et puis, entre eux,
Ça dépend des jeux. Il y a des jeux, ça va être que du français, puis il y a des jeux, ça va être que du norvégien. C'est rigolo de voir cette dynamique où la langue n'est pas pareille. Ouais. C'est selon ce qui est naturel. Hmm. Et pour avoir accompagné les enfants, même à l'école française, donc ils sont tous à l'école française quand même, dans les couloirs, dans la cour de récréation, ça change. Selon qui. Eh oui. Et s'il y a la petite copine qui vient de débarquer de France, qui parle pas un mot norvégien, ça va rester en français. Mais le norvégien est hyper présent. C'est intéressant de voir cette dynamique. Souvent sur le podcast, on a discuté déjà de l'identité, de comment on se sent. Est-ce qu'on est français en Norvège? Est-ce qu'on veut devenir norvégien? Est-ce que parfois aussi le quotidien nous renvoie une image où on ne sait plus si on est français, si on a envie d'être norvégien? Comment tu as vécu ça, en plus en ayant vécu beaucoup aussi à Londres? Oui, je me sens intégrée. Je pourrais l'être plus, mais pareil, c'est de mon fait. Voilà. C'est de mon fait. Tu choisis. Ouais. C'est une réflexion décomplexée. Oui. Tu vois, je ne vais pas chercher à être norvégienne, je ne le suis pas. Et puis, je suis aussi très contente de mon côté français. Et puis voilà, quoi. Oui. Et aussi, j'ai un mari norvégien. Oui. Ouais. Donc, par défaut, ça vient de lui, pour tout ce qui est... parce que ça pourrait être un problème aussi, la langue, que je ne maîtrise pas à 100% tout ça. Bon, l'anglais, quand même, même au niveau de l'administration norvégienne, c'est incroyable. Et de plus en plus. Tout le monde parle anglais. Tous les sites, les impôts, c'est en enfin, je pourrais les appeler en anglais. C'est pas vrai. Ma voisine de 80 ans a un anglais parfait. Bon, la langue n'est pas un sujet, mais c'est vrai que si j'avais pas un mari norvégien, peut-être que j'aurais voulu faire un peu plus d'efforts. Je vois pour les enfants, mon norvégien est assez pour quand les copines elles viennent et que c'est que du norvégien, je comprends ce qui se passe aussi. C'est bien ça, ouais. Est-ce que tu as des difficultés en Norvège, des choses qui sont plus difficiles à vivre? L'obscurité, parce qu'on revient un peu au climat, c'est que c'est chouette, on va au ski l'hiver, on peut prendre... C'est bien, mais l'hiver, il dure 4 mois. Et 4 mois d'hiver, c'est pas tant le froid, parce que le froid, on met des vêtements et ça passe. Mais il fait noir à 9h, 9h30 le matin. Et c'est encore la nuit. À 15h, c'est la nuit. Donc, et s'il ne fait pas très beau, et s'il n'a pas neigé, puis ça a un impact sur le mental, parce que je suis quelqu'un de plutôt positif, plutôt souriant au quotidien. Mais je vois l'hiver, faut... Tu sens une baisse de régime? Oui. Et tu fais comment pour combattre un peu ça? Alors, bon, déjà, c'est de rentrer en France, de rentrer donc pendant ces Noël, périodes, d'essayer à Noël, ou les vacances, d'aller prendre, même si c'est pas du soleil, mais d'avoir un peu plus de luminosité. Mes parents sont dans le sud de la France, donc il y a que des gens bien là-bas. Ils sont formidables. Donc ils ont cette bonne idée de partir là-bas. Donc c'est vrai que l'hiver, il y a de la luminosité sur la côte. C'est aussi de sortir quand il y a du soleil. Mais quand on travaille, parfois, ça peut être de difficile. Se l'imposer. Il fait moins 15 en plus. Mais c'est de se rapprocher d'une baie vitrée. C'est vrai. Parce que sinon, c'est hyper dur. Et surtout parce qu'on est un peu casanier, on n'est pas des gens qui vont spécialement dehors à 7h le matin et tout. Mais se forcer pendant l'hiver à être dehors, parce que si on se met en marche à 14h, c'est trop tard. C'est vrai. Donc il faut avancer les choses, il faut être dehors à 10h pour essayer de profiter un peu de la luminosité. Donc c'est ça le seul conseil que j'ai, c'est si on devait le faire à 15h, 15h c'est trop tard. Il y en a qui prennent de la vitamine D, est-ce que tu... on prend. On prend, et puis pour les enfants aussi, ça on prend. Est-ce qu'ils ont droit un peu à l'huile de foie de morue ou pas? Non, ils ont les bonbons là. Non mais Alban, la première année, c'était mon on moment, est arrivé. Mon rendez-vous que je voulais pas louper, quoi. Il me l'a imposé. Il m'a fait boire cette huile. Il m'a dit, Lucie, vraiment, c'est ça, pas autre chose et tout. Il faut prendre ça si on veut aller avoir le moral et tout. Et j'étais là, bon, ok. J'ai commencé à prendre. Mais t'avais pas les gélules, tu sais que mais oui, après j'ai acheté ça, moi. Non, mais lui, il voulait le faire à la cuillère et voir ma tête dégoûtée le matin. Ce qui était génial, c'est torture. C'est au début, on a loué pendant 1 an. Les propriétaires nous ont quasiment rien laissé. Qu'est-ce qu'il y avait dans le frigo? La bouteille d'huile de foie de morue. Et là, je me suis dit, mais quel cadeau magnifique on peut nous faire de nous laisser ça. Et donc, l'hiver arrive, et chaque matin, je prends la cuillère à soupe à côté des tartines, on ouvre la bouche, et c'est parti. Et je peux te dire que j'ai eu je me dis, mais un spectacle de grimaces. J'étais vraiment amoureuse pour accepter ça. Après, j'ai dit, s'il te plaît, est-ce qu'on peut acheter l'huile de foie de morue, goût citron quand même, pour que ça passe mieux?
Et puis après, j'ai acheté mes gélules et après, j'ai dit non, mais on arrête cette mascarade. Personne ne fait ça. Il y a des Norvégiens Surtout qui que prennent pas moi, ça. après, j'ai réessayé. Je me dis, mais non, c'est pas possible de commencer ta journée comme ça. Mais c'est vraiment, c'est dégueulasse. Pardon, mais Non, mais c'est horrible. C'est horrible. c'est cause de divorce. Hein. Ah ouais. Non, c'est Non, pour ça non, qu'on a non. dû arrêter de lire. Non. Mais il faut Oui. prendre ses compléments. Il ne faut pas le prendre non plus trop à la légère. Parce Oui. que c'est un vrai souci. Et c'est le moment aussi de prendre soin des uns et des autres, quoi, d'être un peu plus social, d'inviter les copains à venir manger, de faire l'effort de prendre de se soin. réunir. Ouais. Ouais. Parce que l'été, au final, les journées sont tellement longues. On peut avoir des rythmes complètement différents et c'est facile, ne serait-ce que pour se déplacer. Une fois de plus, j'en reviens aux vêtements qu'on met sur soi. Ça prend même 2 minutes de sortir avec des enfants. En hiver, tout ça, ça peut être un frein parfois à sortir. Donc, c'est important, et notamment avec des enfants. Nous, on veut les sortir toujours qu'ils prennent l'air. Sinon, c'est trop de tension à la maison. Mais après, on organise aussi des rencontres enfants à la maison, les playdates, où ils peuvent jouer et nous, on discute. C'est cosy. Ouais. Et il faut faire. Et ça, pourtant, je fais pas, comme vous avez pu remarquer, je fais pas beaucoup d'efforts, mais celui-là, c'est important. Est-ce que ça a été un sujet de t'intégrer dans ta belle famille ? Parce qu'ils ont un parcours assez international, mais ils sont quand même norvégiens à la base. Bah pareil, ça a été un non-sujet parce que les francophones, et francophiles. Mais quel chance. luxe. Ah mais c'est pour ça. Toi, les planètes s'alignent, j'ai mais l'impression. en même temps, je l'ai choisi pour une raison. Hein. Ah. Il m'est pas tombé dessus par hasard. Hein. Je l'ai choisi avec beaucoup d'attention. Comme ça. Et non, et en fait, avec mon mari, pourtant, on a des parcours complètement différents. Parce qu'il faut savoir, mes parents, ils n'ont pas de passeport. Hein, avant que moi, je parte, c'est pas dans... Tu n'étais pas destinée à l'international. Non, ils n'ont voyagé que parce que j'ai voyagé entre guillemets. Enfin, voyagé beaucoup en France, alors ça, très bien. Et à la rigueur, l'Italie, l'Espagne, on va à côté, quoi. Donc, j'avais pas cette expérience dans ma famille. Alors que mon mari, c'est complètement l'opposé. Là, pour le coup, c'est un parcours extrême. Ouais. Extrême. Mais parce qu'on est sur un podcast français, ils regardaient Club Dorothée. J'adore. Donc Olive et Tom, Dragon Ball Z, on a les mêmes références. On a à peu près le même âge. C'est sûr que ça aide. Et pour ma belle famille qui en plus... alors eux, par contre, ils sont nés en Norvège. C'est en tant qu'adultes. C'est leur carrière, qui est surtout de mon beau-père, qui les a poussés à s'expatrier. Ils ont adoré. Ils aiment la bonne nourriture, ils aiment le vin. Le côté sandwich, quand ils étaient en Norvège, ils le faisaient avec leurs enfants, mais dès qu'ils passaient de l'autre côté, ils s'adaptaient complètement. Donc moi, je leur rappelle... Limite, c'était bienvenu quelque part, parce qu'ils aiment ce côté-là. Voilà, exactement, je leur rappelle ce qu'ils ont vécu, parce que maintenant, ils sont à la retraite, ils sont à Oslo. Punaise, tu es leur Madeleine de Proust, quoi. Mais je suis leur Madeleine de Proust, donc je suis adorée. Et puis, on est les seuls à avoir des enfants. Alors, par défaut, ça aide. C'est un bon joker, Un j'avoue. bon joker, mais du coup, ils sont super bien adoptés. Alors, je leur ai quand même demandé, parce que bien que je fasse pas beaucoup d'efforts, je leur ai demandé qu'ils me parlent en norvégien. C'est les seules personnes qui me parlent en norvégien que je m'entraîne avec eux, parce que si j'ai un souci, je sais que je peux switcher ou en anglais ou en français. Je sais qu'il y a zéro jugement. Ils me connaissent. Donc c'est les seules personnes avec qui je parle norvégien et que je leur ai demandé. C'est intéressant, Et même avec les frères de mon mari, il en a 3, on se parle anglais. C'est vraiment incroyable de carrément avoir la belle famille francophone aussi, C'est un cadre particulier. C'est un luxe. Ouais, complètement, ouais. Donc du coup, j'ai pas besoin de m'adapter à des trucs. Enfin, j'entends des histoires un peu. Mes beaux-parents, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, ou alors non, pas chez moi. Et en on prend l'apéro, hein. Voilà, en termes de tradition, on t'a fait danser autour du sapin, quelque chose ? Alors, on a fait la danse du sapin. On a le pinnekjøtt, pour ceux qui savent ce que c'est, de moutons desséchés, réhydratés. Que tu adores, j'ai l'impression. Déjà, je suis pas fan d'agneau. Alors, le mouton, c'est pire. Et puis, alors, celui-là, je trouve que c'est c'est une rongé aberration. Un os, quoi. Oui, c'est une aberration totale. Peut-être que après, c'est une tradition. Mais bon, il y a tellement... Mais du coup, mes beaux-parents, je leur ai dit que j'aimais pas. Et ils me font du poisson. Mais ils s'adaptent. Ils font pas Non, ils ont trop envie de voir leurs petits-enfants pour se le permettre. Mais non. Et puis, je suis arrivée, ils avaient déjà leur petite tradition. C'est pas l'apéritif, c'est pas un truc norvégien. Ils l'avaient avant moi. Hein. D'accord. Eux aussi ont su piocher. Ils l'avaient eu en Suisse et en Belgique. Ils l'ont ramené. Donc je leur avais pas tout transformé non plus. Ils font du ski de fond, vous en faites ? Alors, ils sont un peu âgés, hein, donc, mais ils faisaient du ski de fond. Moi, j'ai l'équipement, je crois que j'ai dû le faire 2 fois. C'est pas un truc que tu as voulu adopter Alors, je fais du ski alpin.
Et parce que bon, je suis de Lyon, donc Eh ouais, on allait à la montagne fréquemment, on avait cette chance. En fait, non, c'est juste que quand j'ai commencé à m'y mettre, je suis tombée enceinte. Et puis après, je suis retombée enceinte. Et puis après, il y avait les enfants en bas âge. Et puis les 3, maintenant... Et oui, c'est vrai, pour se lancer dans un... Et puis, encore une fois, mon mari non plus n'a pas eu cette culture d'avoir la luge derrière à traîner les enfants. C'est pas notre truc. Enfin, il l'a jamais eu. Donc, pareil, ça me paraît... Je sais que ça se fait. Il y en a qui prennent beaucoup de plaisir. Je vois pas l'intérêt. Moi, je suis avec ma bonne raclette sur les pistes. Voilà. Donc, mais par contre, je sais quand les enfants... Parce que les enfants le font à l'école, tout ça. Et bon, ils aiment à certains degrés. Mais je me dis, j'aimerais bien, parce que le principe, je suis pour. Hein. Ouais, d'accord, ok. Je suis pour. C'est juste que d'un point de vue logistique, je trouve ça trop compliqué. Avec la petite dernière, elle a 3 ans. Ça va venir. On arrive, on va... Ouais, vous arrivez dans la période Exactement. où ça va être voilà, plus ça possible. d'un point de vue T'as logistique, essayé c'est plus le facile. ski alpin ici ? Ouais. Ouais. Et ça, on en fait tout l'hiver. Quoi. Et Ah ça, ouais. mes mômes adorent ça. Ok. Vous allez à Trivan ? Donc, on va à Trivan pour la journée, donc ça, c'est super pratique. Et Donc puis ça, c'est sinon, un domaine skiable de ski alpin à Oslo, Ouais, tout proche d'où on vit, accessible par accessible en métro. bus, métro. Enfin, Voilà. c'est vraiment très bien fait. 10 minutes en voiture, Ouais. on est sur les pistes. C'est très correct en plus au niveau remontée. Pour la Ouais, journée, même pour une lyonnaise qui dit ça. Hein, Oui. Après, je passerai pas une semaine de vacances à Trivan. Oui, mais bien bien sûr, sûr. mais pour la journée, Pour la Ça reste un journée, luxe on d'avoir avait ça, même fait la première année en Norvège, on avait acheté le pass annuel parce qu'on avait qu'un enfant, les grands-parents, donc ça aidait. Et là, on allait 2 fois par semaine, mais Wow. un mercredi, jeudi. Ouais. Après le boulot, pareil, on finissait Après à le 16h. boulot, ouais, c'est allumé. Donc, C'est tout allumé. Et ça, c'était extraordinaire parce qu'il n'y a personne. Génial. Et on a vraiment profité. Et on s'est dit, pareil, quand les enfants seront un peu plus grands, on s'y remettra. Et puis, on fait la petite semaine de ski en février pour les vacances d'hiver. Ouais. En Norvège ? En Norvège. Dans une station de ski Dans une norvégienne. station à 2-3 heures d'ici, il y a 3-4 stations qui sont super. Ouais. Vous en avez des préférés ou... J'aime bien Noirfield parce que c'est la plus proche. Oui. Donc c'est à ça, 2 heures, c'est ça ? à 2 heures, et ça, c'est super. Après, Trysil est mieux d'un point de vue domaine skiable, mais c'est 3 heures. Comment tu vis l'éloignement avec la famille, les grands-parents qui sont en France notamment ? Oui, alors ça, c'est alors, on l'avait déjà à Londres. Donc, c'est pas nouveau, mais c'est vrai que quand il y a des enfants, il y a plus d'impact, hein, qu'on soit clair. On fait plus d'efforts aussi. Bon, il y a l'avion est là. Mes parents, mon père n'est pas non plus en super forme, mais quand même, il peut se déplacer. Donc, on y va, nous, 3 fois par an, dont toutes les vacances d'été. Okay, D'accord, donc c'est un rythme établi un peu. C'est un rythme établi. Ouais. Les gens me demandent, tu fais quoi cet été ? Comme l'année dernière et l'année d'avant. Je vais en France. Je vais en France. Et puis, ils sont sur la côte, à Sanary-sur-Mer. Donc oui, c'est agréable. agréable. Ils ont des arguments. Exactement. Ils seraient à Lyon, on ne passerait pas 3 semaines, semaines là-bas. Mais comme ils sont dans le sud, ils ont eu la bonne idée de prendre la retraite dans le sud. On fait donc du coup tout l'été, c'est entre 3 et 4 semaines là-bas. Et on fait soit Pâques, soit Noël. Une année sur 2, on alterne. Plus eux viennent 2 fois par an. Ah, c'est bien. Ici, plus mon frère et ma soeur viennent. Donc vous avez un rythme où vous voyez souvent la famille quand même. Oui, il n'y a pas... Mais parce que vous y mettez du vôtre pour y aller. Ah oui. Ouais. Et puis, il n'y a pas on se voit au moins tous les 3 mois, quoi. Ah, c'est bien. Dans un sens ou dans l'autre. Ouais, c'est top. Donc, on fait l'effort. Okay. On fait l'effort et puis c'est important. Pour les enfants aussi, ils ont vraiment... Et puis aussi, ils parlent français. Ils ont une vraie relation avec les 2 grands-parents, quoi, des 2 côtés. Ouais. Donc ça, c'est chouette. Et au niveau de vos cercles d'amis, cercles sociaux, est-ce que vous avez gardé des amis de Londres ? Est-ce que vous en avez de France à la base ? Ou est-ce que vous avez aussi créé de nouveaux cercles à Oslo ? Comment ça se passe ? Les 3. J'ai des amis c'est pas d'enfance, mais c'est pas des amis d'enfance, c'est des amis d'université, en fait. On a des vraies relations, on se voit hyper souvent. Pour des gens qui habitent à l'étranger, on passe les vacances ensemble, ils viennent ici nous voir. On a une grande maison maintenant, donc on peut recevoir tout le monde. Et puis ils aiment bien aussi. Il y a les copains de Londres. Alors les copains de Londres, parce que 10 ans à Londres, plus que 10 ans à Londres. Donc toujours. Et pareil, c'est moins fréquent, mais parce que ils ont eu des enfants aussi. Oui. Donc ça devient, d'un point de vue logistique, ça devient toujours un peu plus compliqué de voyager, mais ça se fait. Et puis les nouveaux copains. Et les copains d'ici, maintenant, c'est des copains que j'ai rencontrés
Pendant mes cours de norvégien, pendant mon groupe maternité, Ok. plus les collègues Les mamans de travail. internationales, notamment, Voilà, ouais. les mamans internationales, et puis les collègues de travail avec qui ça fait 7 ans que je suis dans la même boîte, donc tu commences à lier des liens un peu plus profonds. Donc c'est un bon réseau, c'est dynamique. Puis avec les enfants aussi, tu as les parents des enfants que tu commences à fréquenter aussi un peu plus. Donc ça fait un bon réseau. Est-ce que dans ton quotidien norvégien, il y a quelque chose qui te manque ou des traits de la France que tu n'as pas ici et tu te dis c'est dommage? Alors, ce qui me manque, et je pense que je ne suis pas sûre que je l'aurais en France, parce que moi, mes souvenirs de France, Ça remonte aussi. Ça remonte, et sans famille, donc ouais. pas forcément célibataire, mais étudiant, tout ça. Mhm. C'était cette spontanéité. D'aller frapper chez les uns et chez les autres sans avoir à planifier 3 mois à l'avance, que ce soit dans le calendrier. Et ça, c'est le Sud, j'ai l'impression. Hein. C'est rigolo, oui, parce qu'en fait, elle rebondit sur ça parce que je lui ai dit, moi, Sud, petite ville de 25 000 personnes, avec la Parisienne qui a grandi toute sa vie, jusqu'au début de sa vie étudiante à Paris, intramuros. Donc nous, on vient déjà de 2 pays différents, quoi, si tu veux. Et moi, le Sud, c'était un peu les copains par-ci, on s'invite à boire des coups. Enfin, c'est vrai qu'il y a cette douceur, cette simplicité. Oui, surtout quand on allait en vacances dans le Sud, tu prévoyais rien, tu me dis voilà, non, on va sonner, on va aller, on va y et aller. Lucie, c'est dès qu'on a booké l'avion, vas-y, tu dis à tous tes copains telle date, et tu remplis ton calendrier. Moi à Paris, faut prévoir, parce que si j'arrive et que j'ai pas prévenu, je verrai personne. Et pareil pour la gestion restaurant, par exemple. Moi, juste de devoir réserver un restaurant, je n'ai pas envie d'y aller. Tu vois, c'est pas naturel. Elle, c'est pareil. Si j'ai envie d'aller dans cet endroit, je vais réserver le temps qu'il faut à l'avance. Alors que moi, c'est s'il faut le réserver ou s'il est rempli au moment où je me pointe, c'est que c'est pas celui-ci. Tu vois pas, c'est d'autres dynamiques. Ouais. Mais du coup, toi, tu avais cette spontanéité. Oui, même à Lyon. Pourtant, on n'est pas. Mais c'est Ouais. parce que je sais pas. On avait. Alors, c'était peut-être pas frapper à la porte 5 Bien minutes sûr. avant, mais s'envoyer le texto le matin en disant tiens, on fait quoi ce soir, quoi. Ça me manque ici. Enfin, et après, j'imagine aussi maintenant avec la vie de famille, machin. Peut-être que j'ai encore ces souvenirs qui sont faux, en fait, parce que la réalité te reprend et le quotidien fait que non, tu as besoin d'un peu de logistique, de planifier tout ça. Mais ça me manque. Ici, j'ai l'impression que. J'envoie des invitations à Outlook à mes copains, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait le boulot. Je pense qu'il y a un truc peut-être aussi générationnel. Parce que voilà, il y a les enfants, il faut tout organiser beaucoup plus à l'avance, mais culturel aussi. Ouais. C'est dur de dire le vendredi pour le lendemain, tiens, on se voit. Oui. Mais attends, mais quel mois, quelle année? Oui, c'est ça. Et je sais pas. Alors après, peut-être que c'est nous aussi, parce que j'ai pas l'impression. J'ai du temps, quoi, dans mon agenda. J'ai des plages disponibles, entre guillemets. J'ai pas besoin de tout planifier. Remplir, alors, on a souvent un truc de planifier, oui, avec un dîner qui est prévu par week-end, ou un. Ouais. Mais sur les 2 jours et demi, j'ai de la place, quoi. Tu as de la place pour de la spontanéité. Ouais. Voilà, ouais. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui peut nous manquer aussi parfois. Ouais. Aussi, je trouve que la Norvège est formidable pour les familles. C'est pas après, c'est une question de caractère aussi, mais je serais venue à 20 ans ici, célibataire, jeune étudiante, début de carrière. Je suis d'accord. C'est pas un endroit. Peut-être pas assez d'effervescence. Pour faire des rencontres et tout. Si tu peux en faire, parce que c'est petit, mais c'est vrai que. C'est limité. En venant célibataire et tout, j'aurais trouvé ça un peu limité. Ouais, c'est le mot. À Londres, j'étais toujours à chasser le temps. Ah ouais. J'avais le temps de... Parce que justement, les transports, le boulot, j'étais toujours derrière. Ici, j'ai le temps de tout. Alors, je sais que j'ai 3 enfants, mais j'ai le temps. J'ai le temps, je vais chercher mes enfants à 4 heures. Ouais. On a le temps de jouer, on a le temps de faire les bains. Alors que je me souviens à Londres, ça durait qu'1 an, mais on rentrait du boulot, c'était bain, nourriture, au lit. Bien sûr. La semaine, il n'y avait pas le temps de jeu, quoi. Ici, mais on est dans les jeux de société à 5h30. Enfin, j'ai l'impression d'être entre guillemets un peu en vacances, quoi. My dream. Non, mais tu récupères quelque chose. Tu as ta petite deuxième journée qui commence. Ouais. Et question, Amélie, c'est plus difficile de passer de 0 à 1, de 1 à 2, de 2 à 3 0 à 1.
Ah, intéressant, ouais. Le troisième, tu le... Il suit les deux plus grands. Oui, et c'est formidable parce qu'à la vraie, des fois, t'as le côté un peu culpabilité parce que je vois le temps que je faisais avec mon aîné à lire les histoires, à préparer les repas. Même à Londres, je préparais mes repas, j'achetais pas de petits pots parce que c'est ton aîné. Bon, j'allais pas jusqu'à l'organique, mais presque, quoi. J'étais vraiment mère parfaite. Le troisième, mon Dieu, elle a mangé. Bon, écoute, il reste une tranche de pain qui lui... Jette-lui quelque chose par terre, là, elle se débrouille. Non, et c'est formidable parce qu'elle est beaucoup plus indépendante. Ouais. Et c'est de notre fait aussi, parce que c'est pas qu'on s'en occupe moins, c'est qu'il y a 4 autres personnes qui peuvent s'occuper d'elle. Ouais. C'est sa sœur qui lui lit les histoires. Ah, génial. Ah, trop chou. C'est ça, donc... Punaise, vous avez de la main-d'œuvre, c'est incroyable. Ouais, c'est pour ça qu'il faut les avoir un peu distancés, tu vois. Calculer. Et elle est beaucoup plus indépendante que l'était de sa sœur ou son frère, donc le troisième, facile. Okay. Par contre, c'est de la logistique. Il faut la voiture, il faut que ça passe les sièges auto, oui, voilà, la crèche, l'école, le machin. Ça, c'est un peu pour... Après, le coût aussi, les billets d'avion, les machins, les trucs, ça. Mais d'un point de vue gestion, ça va. Super Amélie, on est très très heureux de t'avoir reçu chez nous. Merci beaucoup pour ton authenticité, d'avoir partagé comme ça avec nous et d'avoir aussi accepté l'invitation. Au moment où on enregistre, le podcast n'est pas encore lancé, donc tout tient sur la confiance. Donc je reçois ce cadeau de ta confiance, c'est vraiment super. Et puis on vous dit à bientôt chez nous. Sous les aurores. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser une note et un avis sur votre application d'écoute préférée. Ou un commentaire sur YouTube, ça nous aide énormément à faire grandir le podcast. Merci et à très vite pour le prochain épisode.